Alors évidemment, nous sommes ici dans un thème fascinant qui suscite immédiatement la curiosité et de fait, de tout temps, dans toutes les cultures, des plantes ont été utilisées pour produire ce que nos scientifiques contemporains appellent des états de conscience modifiés. Ces plantes agissent par conséquent sur le fonctionnement du cerveau, sur le mental, et on leur donne toutes sortes de noms. On parle de drogue, mais il faut ajouter toxicomanogène, parce que le mot drogue embrasse plus large, embrasse toutes les matières premières à partir desquelles on peut fabriquer des médicaments, et pas seulement les plantes qui produisent ces états mentaux. On parle aussi beaucoup d'hallucinogènes, parce qu'ils produisent des hallucinations. Ici, on est dans un monde qui frise aussi le monde des poisons, qui ont souvent des actions très très fortes sur le mental. Alors, nous allons faire un tour du monde, et puis essayer de découvrir des plantes qui ont été utilisées de cette manière. On va commencer par aller au Mexique. Et au Mexique, on découvre alors un petit cactus qui ressemble tout à fait à une molaire qui est enfoncée dans le sol. Il n'y a que la partie supérieure qui émerge, qui pousse dans des lieux extrêmement arides et qui a beaucoup étonné le moine Bernardino de Sahagún, qui a écrit en 1560 une histoire du Mexique et qui a raconté dans quelles conditions les peuples autochtones avaient recours à cette étrange plante dont on a dit qu'elle était capable de produire des yeux émerveillés parce qu'elle produit effectivement des hallucinations colorées et d'une grande beauté souvent. Il y a ici une légende, notamment dans une population d'indigènes qui est restée très, très attachée aux cérémonies organisées, aux rituels organisés autour du peyote, autour de ce cactus. C'est la tribu des Huichols, très isolée dans la Sierra Madre, avec peu de contact avec l'Occident. Et les Huichols ont conservé la légende d'un de leurs chefs, très lointain dans l'histoire, Maja Kuaji. Ils disent ceci, ils disent il y a très 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 longtemps, ils ont été attaqués par une autre tribu, la tribu des Guachichil, qui les ont rejoints et qui, pour les assoiffer, ont cassé les vases qui contenaient de l'eau en plein désert. Et alors, les débris de ces vases et l'eau qui s'en est échappée se seraient miraculeusement transformés en cactus, en peyote, et auraient permis ainsi aux Huichols de ne pas mourir de soif ni de faim, et finalement de revenir dans leur pays. Cette histoire est étrange parce qu'elle évoque évidemment l'épisode de la Bible où Moïse fait traverser le désert à son peuple et où ce peuple est aussi nourri d'une manière miraculeuse par la manne. Cette tradition des Huichols se perpétue aujourd'hui encore à travers un rituel qui a été bien étudié. J'ai rencontré Benzi, un Italien, un ethnologue qui a été longtemps chez les Huichols et qui a raconté l'étrange pèlerinage que font ces Huichols vers la région du Mexique où pousse le peyote, car ils n'habitent pas là où le peyote le pousse. Ils font un pèlerinage de 400 kilomètres. Pendant ce pèlerinage, il faut être dans un état mental particulier, il faut jeûner, il y a une totale abstinence sexuelle, il faut méditer, il faut rechercher dans ses souvenirs le mal qu'on aurait fait à d'autres membres de la tribu.
Et puis, ainsi, petit à petit, en traversant des zones arides très difficiles d'accès, on arrive dans le pays où poussent les péyotes. Alors, on va les récolter avec un rituel extrêmement strict et précis. Et puis, on va se partager le peyote d'une manière communautaire. C'est une sorte de communion. Mais cette communion, elle a lieu dans la consommation du peyote après qu'on ait confessé aux plus anciens de la tribu les fautes qu'on a commises précisément et que l'on a mémorisées en faisant un nœud sur une cordelette. Quand on a confessé tous ces péchés, vous voyez, ça ressemble beaucoup au christianisme, on brûle la cordelette et on est apte à aller communier. Et dès qu'on consomme le peyote, alors on est saisi d'extase. Et que voit-on ? Alors, dans cette extase, on voit le dieu Ikuri. Quand on demande au Huichol de dessiner ce qu'il voit, il dessine un daim qu'on reconnaît facilement par ses bois. Et ce dieu Ikuri, c'est leur divinité. Il semblerait que ce daim qui ne vit pas dans cette région soit une mémorisation encore actuelle de ces animaux que fréquentaient les ancêtres des Huichols avant que ceux-ci traversent le détroit de Bering il y a plusieurs dizaines de milliers d'années pour passer d'Asie en Amérique du Sud, puisque c'est ainsi que l'Amérique du Sud s'est peuplée. Ce dieu Ikuri, il le considère comme la force primordiale de l'univers et il l'associe bizarrement au maïs dans une équation où ils disent le maïs est daim, le maïs est Ikuri, parce que le maïs c'est leur nourriture d'aujourd'hui. Et donc ils ont aussi canonisé ou sanctifié, si l'on peut dire, leur nourriture d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a dans la mémoire collective des Huichols. Et puis ensuite, ils reviennent. Quand ils reviennent dans leur pays, il y a une très grande fête, qui s'appelle la fête du maïs, d'ailleurs, où on consomme beaucoup de peyote, où l'on danse pendant 24 heures, mais pas n'importe comment, toujours ritualisé. Dans les peuples traditionnels, on ne fait pas n'importe quoi, c'est la grande différence avec nous. Tout est ritualisé, tout est codifié par la tradition. Et puis, l'épisode peyote est terminé et les Huichols reprennent leur vie. Alors, quand l'Indien est donc libéré des fautes qu'il portait, qu'il a retrouvé, entre guillemets, la pureté de son âme, il a, en quelque sorte, fait une ascèse, les missionnaires ont considéré que c'était une copie tout à fait indécente du christianisme et ils y ont vu des rituels touchant à des possessions diaboliques. Ils ont baptisé le peyote le Rais Diabolica, la racine du diable. Ils ont considéré que ces pouvoirs magiques ne pouvaient être que, évidemment, des pouvoirs sataniques. Et quand ils ont christianisé les Indiens, on leur a demandé, en confession, s'ils avaient mangé du peyote, s'ils avaient mangé de la chair humaine, donc on associait le peyote à l'anthropophagie et au cannibalisme. On leur demandait s'ils avaient utilisé le peyote pour des rites magiques, par exemple pour trouver des objets égarés. Et on a déclaré la guerre à cette racine diabolique, mais la guerre a été perdue. Lorsque l'Allemand Lumholtz, en 1894, a redécouvert le premier l'utilisation traditionnelle du peyote, on s'est aperçu qu'une sorte de religion syncrétique s'était instaurée, où il y a une divinité mixte, c'est Jésus et le peyote. Et alors les Indiens disent, quand vous, les Occidentaux, les Espagnols, vous priez, vous parlez à Jésus. Mais nous, quand on lui parle, on le voit. Voilà, parce que effectivement, le peyote donne des visions qui ont été décrites par Aldous Huxley, qui est un nom évidemment très connu, qui a essayé ce produit, c'est l'auteur de la 25e heure. Alors il dit ceci: l'aptitude à se souvenir et à penser droit est peu diminuée, les impressions visuelles sont considérablement intensifiées, la volonté subit une profonde modification,
plutôt en mal. Des choses meilleures peuvent être éprouvées là-bas ou ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, simultanément ou successivement. Le peyote ouvre le chemin de Marie, mais ferme la porte à celui de Marthe. Il donne accès à la contemplation, mais à une contemplation incompatible avec l'action, et même avec l'idée d'action. En somme, elle permet d'atteindre les sommets, mais pas en plénitude. Je trouve que ce texte est très précis et très clair, parce qu'il montre bien qu'il y a une restriction de la volonté claire et une invasion par un imaginaire qui est alors débridé et qui est producteur de très belles images, et de très belles couleurs en particulier. Donc, nous voyons ici combien cette plante est liée à un rituel de communion, un rituel religieux, un rituel de mystique communautaire, et on comprend mieux les hippies qui avaient recours à ce type de plante pour rentrer eux-mêmes dans des expériences qui à l'époque faisaient grand bruit et qui étaient aussi célébrées d'une manière qu'ils avaient eux-mêmes ritualisée. Il n'y a pas au Mexique que le peyote, il y a aussi des petits champignons qu'on appelle des champignons hallucinogènes aussi, les psilocybes, qui ont aussi été repérés par le moine Bernardino de Sahagún quand il a écrit sa fameuse histoire du Mexique, où il raconte comment les peuples autochtones s'enivrent avec le nanacatl, c'est le nom que les Mexicains donnent à ce petit champignon, qui produit des hallucinations, qui exciterait selon eux le désir sexuel, et dans quel type de rituel ces Indiens consomment ces champignons. Alors il a une vision, lui, très pessimiste de ce que voient les Indiens. Il dit « Quelques-uns voyaient dans une vision qu'ils étaient mourants et pleuraient. D'autres voyaient dans une vision qu'ils faisaient des prisonniers de guerre, qu'ils devenaient riches, qu'ils allaient être dévorés par des bêtes sauvages, qu'ils devaient posséder beaucoup d'esclaves, qu'ils allaient commettre l'adultère et qu'on leur écraserait la tête pour ce méfait, qu'ils voleraient quelque chose et qu'on leur écraserait aussi la tête à cause de cela, qu'ils tueraient quelques personnes et qu'ils seraient par conséquent tués, ou bien qu'ils se noieraient dans l'eau. Rares étaient ceux qui rêvaient vivre et mourir en paix. Ils rêvaient, par contre, qu'ils tombaient souvent d'une hauteur et mouraient dans la chute. Bref, tous les événements désastreux qui ont coutume de se produire, ils les voyaient dans une vision. Puis, quand l'ivresse des champignons s'était dissipée, ils parlaient entre eux des visions qu'ils avaient eues. Je crois que Bernardino, ici, est un peu pessimiste, parce qu'il a, par rapport à ces champignons, cette idée que c'est aussi quelque chose de tout à fait diabolique, donc quelque chose qui doit être absolument et durement rejeté. Et alors on voit les religieux espagnols déclarer la guerre aux peyotes, aux psilocybes. Et alors, pour les psilocybes, il semble que ça marche. Il semble que ça marche parce que on n'en parle plus dans les œuvres et les livres occidentaux. Tout se passe comme si on les avait oubliés, jusqu'à un jour du mois d'août 1953, où un certain Wasson, qui est un ethnologue américain, banquier, mais qui s'ennuie à la banque et qui fait de l'ethnologie pour son plaisir, et qui étudie les rapports entre les champignons et les traditions des peuples dans tous les domaines et dans toutes les régions du monde. Il avait découvert en particulier le rôle de l'amanite, on en parlera tout à l'heure, dans les cérémonies religieuses de Sibérie, dans le chamanisme. Et puis il va au Mexique, il fréquente les Indiens, et les Indiens racontent. Alors il raconte ceci. À chaque occasion, je demandais à nos amis indiens de nous expliquer le pouvoir mystérieux des champignons. L'un nous dit, notre Seigneur traversait le pays, et là où il crachait, un champignon croissait. Une femme nous a dit que le nom Mazatec du champignon signifiait « jaillit du sang du Christ que Marie n'a pu recueillir ».
Elle ajouta que le plus petit des champignons apparaît là où le Christ trébuchait sous le fardeau de sa croix. Donc on voit ici le syncrétisme, exactement comme pour le peyote tout à l'heure. En quelque sorte, ces rituels très anciens et très antérieurs à l'arrivée des Espagnols ont été partiellement christianisés et des pratiques se sont mises en place qui n'ont pas complètement effacé, évidemment, les pratiques des générations précédentes. J'ai rencontré Wasson le 15 août 1964 à Kaboul et il m'a raconté enfin ce que je viens d'évoquer. Et on comprend très bien dans le contexte de cette fin de Moyen-Âge, de cette Renaissance débutante, l'hostilité de la Sainte Inquisition à l'égard de ces pratiques qui étaient absolument inacceptées. Alors Wasson est un type curieux parce qu'il a voulu essayer, lui, ces champignons. Alors il les a essayés de deux manières différentes. D'une part, il a appris que sous l'effet des champignons, il y avait des hommes, des femmes, qui étaient capables de voir l'avenir. Donc il a pris contact avec un de ces personnages auréolés de prestige dans sa tribu, le fameux Aurelio, et il lui a demandé des nouvelles concernant sa famille qui était restée à New York, puisqu'il habitait New York. Alors je cite ici parce que c'est intéressant son témoignage. Aurelio consomme donc des champignons, avec d'innombrables rites bien spécifiés. Le rituel est toujours très important en anthropologie et en éthologie. Et la séance dure pratiquement la moitié de la nuit. Voilà. Il dit ceci, Aurelio. Aurelio poursuit imperturbablement le rite. Enveloppé dans sa sarape, il est assis sur une chaise, plongé dans ses pensées. Il nous pose une série de questions simples au sujet de notre fils Pierre, qu'il distingue difficilement parce qu'il est loin, dans une grande et étrange cité. Finalement, il nous assure que Pierre est en vie, mais qu'on cherche à l'atteindre pour l'envoyer à la guerre. Il est possible qu'on n'y parvienne pas, mais c'est difficile à dire. Il parle ensuite de l'Allemagne. Puis il déclare que Pierre est à New York, non à Boston, comme nous le lui avions dit, qu'il a des soucis auxquels il peut à peine tenir tête, qu'il n'est pas habitué à des difficultés comme celles qu'il traverse et qu'il ne sait pas comment nous en prévenir. Puis il déclare qu'un de mes parents doit tomber gravement malade dans le courant de l'année et me fixe gravement de son œil unique parce qu'il est borgne. Alors, tout ça s'est produit. Le Pierre en question, son fils, il me l'a raconté, pendant l'absence de ses parents, a eu un déboire amoureux qui l'a terrassé et il a été s'engager à l'armée. Et il a été effectivement nommé en Allemagne. Alors ça a beaucoup impressionné Wasson en disant, sous l'effet de ces champignons, on a quand même des révélations tout à fait surprenantes. Du coup, il a essayé lui-même. Il les a consommés. Il en a pris et il a expliqué les visions qu'il avait. Et voilà ce qu'il dit. Éboulement. L'appellation des Mazatèques pour ces champignons m'avait semblé auparavant bizarre. Maintenant, son exactitude me paraissait évidente. Nos corps étaient étendus là, tandis que nos âmes s'élevaient. Nous avions, l'un et l'autre, des visions, similaires mais non identiques, et nous comparions nos impressions en chuchotant. Tout d'abord, nous vîmes des formes géométriques, angulaires, jamais circulaires, richement colorées, comme pourraient l'être des tissus ou des tapis. Puis celles-ci prirent une structure architecturale avec des colonnades et des architraves, des patios d'une splendeur royale, des édifices aux brillantes couleurs avec de l'or, de l'onyx, de l'ébène, le tout des plus harmonieusement et ingénieusement conçus et d'une magnificence dépassant l'imagination humaine. Pour je ne sais quelle raison, ces visions architecturales semblaient orientales. Et pourtant, à chaque scène, je me rendais compte qu'elle ne pouvait être identifiée à aucun pays oriental particulier. Elle n'était ni japonaise, ni chinoise, ni indienne, ni musulmane. Elle paraissait appartenir plutôt à l'architecture imaginaire décrite par les visionnaires de la Bible, par exemple par Saint Jean à Patmos. C'est l'Apocalypse. Dans l'esthétique de ce monde ainsi révélé, la simplicité attique n'avait plus aucune place.
tout était d'une richesse resplendissante. Bon, vous voyez que ce récit est très différent des impressions prêtées aux Indiens par Bernardino de Sahagún au XVIe siècle, mais c'est un témoignage authentique et ça nous amène dans ce monde extraordinairement étonnant de l'hallucination due à la drogue, où vous le noterez, la lucidité est là. On peut parler à son voisin des visions que l'on a. On n'a pas perdu conscience. On a une conscience qui est modifiée par ces visions et par l'impact donc sur le mental de l'effet du champignon. Alors là aussi, bien entendu, le monde catholique a essayé d'éradiquer tout ça. La conclusion, c'est qu'on n'a pas éradiquer grand-chose et que ces pratiques continuent dans toute l'Amérique latine en particulier. Il faudrait maintenant évoquer l'ayahuasca. C'est une plante d'Amazonie. C'est aussi un hallucinogène très important, très, très connu, celui-là, en tout cas par les spécialistes, et qui tourne autour de ce qu'on appelle le chamanisme. Mais le chamanisme, je préférerais aller le chercher dans une autre région du monde, à savoir en Sibérie, puisque c'est là qu'il a été décrit pour la première fois. En 1730, un Allemand qui s'appelle von Strahlenberg rapporte l'usage que l'on fait en Sibérie d'un champignon connu de tous, qui est la manitue-mouche, qui est ce champignon à chapeau rouge, ponctué de taches cotonneuses blanches. Il a constaté qu'au Kamchatka, donc à l'extrême est de la Sibérie, cet étrange champignon, que les autochtones appellent le mouchamore, est utilisé dans des rituels que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de chamanisme. Alors le chaman est un personnage qui va consommer ce champignon. Ce champignon qu'on a longtemps cru très toxique, qu'on a appelé en Occident le trône du crapaud. Parce que dans les crapauds, il y a des substances qui sont aussi hallucinogènes. Et parce qu'on savait que quand on consommait ce champignon, on tombait malade, mais on n'était pas sûr qu'il n'était pas mortel. On a pendant très longtemps navigué à vue sur cette question de savoir si cette amanite que l'on voit sur un album de Tintin en particulier était très dangereuse ou seulement un peu dangereuse. En tout cas, voilà ce qu'en fait le chaman. Le chaman la consomme, et puis sa mimique se modifie. On le voit partir dans une sorte d'extase. Il rencontre un nouveau monde au-delà d'ici et de maintenant. Et sous cette influence, il va posséder un pouvoir de guérison, un pouvoir de délivrance de ce qui pèse sur d'autres membres de sa tribu. Il va libérer le mental. Il va guérir la dépression, il va, dit-il toujours, en tout cas, guérir aussi l'ensemble des pathologies de l'esprit. Il va en fait lutter contre les aliénations qui frappent son groupe ou des personnes de son groupe. Ça ressemble tout à fait à un exorcisme. D'ailleurs, le chaman joue une sorte de mimique. On le voit par exemple avec ses mains définir les contours du corps de son malade pour tirer vers le bas les mauvais esprits. Et puis quand tout d'un coup le mauvais esprit a quitté le malade, eh bien il l'emporte dans la forêt et il le précipite sur un coq ou sur un animal qui lui alors portera la malédiction dont aura été débarrassé le patient. Ces pratiques sont universelles, on les trouve partout. J'ai cité tout à l'heure l'Amazonie, on les trouve aussi en Inde, on les trouve aussi en Afrique noire. Ces pratiques sont aujourd'hui assez bien connues,
puisque le chamanisme est très à la mode dans les salons parisiens. Il est inimaginable aujourd'hui d'avoir une rencontre touchant à la diversité culturelle, à la diversité des ethnies, sans que soient invités des autochtones et naturellement auréolés d'un prestige tout à fait remarquable, les chamans. Les chamans ne sont plus aujourd'hui des sauvages, comme il y a 100 ans. Dieu sait que la pensée a changé, que on comprend mieux ce que Lévi-Strauss a appelé la pensée sauvage. On dit aujourd'hui les peuples premiers. Ils ont cette pratique du chamanisme et on voit des chamans venir chez nous expliquer leur mode de fonctionnement. Alors en fait, le chaman, il fait un pont entre le monde d'ici, matériel, et puis l'au-delà, le monde spirituel, le monde des esprits. Il rentre en contact avec les esprits, avec l'esprit, avec le grand esprit chez les Indiens. Il fait un pont, en quelque sorte, entre ces deux mondes. On pourrait dire, si on connaît le latin, il est un pontife. Le pontife étant celui qui fait des ponts. On dit le souverain pontife pour le pape, parce qu'il est censé faire le pont entre le peuple et Dieu. Donc il est ainsi reconnu comme détenteur d'un pouvoir exceptionnel que d'autres ne possèdent pas. Il relie le monde d'ici et le monde de là-bas. On a dit que le mot religion venait de religarer, relier. Ceci est discuté parce qu'il y a d'autres étymologies possibles. Mais enfin, prenons cette étymologie-là. Le chaman, c'est un passeur. Et nous voyons ici que sous l'effet d'une drogue se révèle le monde des esprits. D'où cette idée que l'animisme est peut-être né de ces découvertes que l'on fait sous l'effet de ces plantes hallucinogènes. Et on y a vu, dans la consommation de ces plantes, une possible naissance des sources de l'animisme, puisque dans l'animisme, on est aussi, évidemment, en contact avec le monde des esprits. En tout cas, on peut imaginer, c'est une théorie qui a souvent été soutenue, que ces plantes ont joué un rôle très important dans la découverte, qu'il n'y a pas que le monde d'ici et maintenant, mais qu'il y a d'autres mondes ou un autre monde, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et qui fait partie du bagage des traditions spirituelles de la planète et en particulier aussi des grandes religions. Voilà, eh bien, nous avons vu l'Amérique, nous avons vu l'Asie du Nord. Alors la question c'est, nous, en Europe, est-ce que nous avons aussi des plantes de ce type ? En Europe, quand on évoque la capacité de changer d'état de conscience, tout de suite on pense au pouvoir magique et redouté des sorciers. On a eu très peur des sorciers, on les a combattus, on les a brûlés, et les sorcières encore plus que les sorciers. Et puis on connaît maintenant leur arsenal. On associe toujours le crapaud aux sorciers, parce que la peau du crapaud contient une substance qui s'appelle la buphoténine, qui est hallucinogène. Et par conséquent, le sorcier est capable de déclencher, avec ses onguents ou ses produits, à consommer des hallucinations. Ça, c'est pour la partie, disons, hallucinatoire. Mais il y a, chez le sorcier, des poisons beaucoup plus forts qui ne provoquent pas, à proprement parler, des hallucinations, parce que dans l'hallucination, on reste conscient et on peut parler à son voisin. Il a, lui, des produits qui vont vous couper absolument du monde extérieur et déclencher un délire intérieur, parfois extrêmement violent. Alors, ces substances, ce sont les délirogènes, qui ne sont pas les hallucinogènes, où on tombe dans un sommeil profond, et ce sommeil est alors traversé par toutes sortes d'expériences. Ce sont des cauchemars, des rêves qui se produisent. Alors, ces drogues, on les connaît. On les connaît, ce sont des plantes d'une famille botanique, la famille des Solanacées, famille bien connue,
Bien connue, puisque c'est la famille qui nous a fourni la pomme de terre, qui est venue d'Amérique du Sud. La pomme de terre ne contient absolument pas ces substances, mais ces substances sont contenues dans une série de solanacées. Il y en a 4 qui sont très importantes. La belladone chez nous, en Europe. La mandragore, alors le nom déjà est évocateur, plutôt en Europe du Sud. La jusquiame aussi en Europe du Sud. Mais vers l'Asie, on trouve encore des jusquiames. Et puis le datura, qu'on trouve un peu partout. Voilà 4 plantes qui possèdent des substances extrêmement actives, extrêmement toxiques, et que les sorciers manient avec l'art et le talent de ceux qui détiennent des secrets. Pour avoir été en contact avec des gens de cet acabit en Afrique, je me gardais bien d'être arrogant en ce qui concerne la toxicologie, une discipline que j'avais appris à la faculté de pharmacie, parce qu'en matière de poison, un sorcier africain en connaît nettement plus long, et il vaut mieux ne pas parader. Je me rappelle cette histoire que me contait un ami, où dans un repas, dans un ministère, un jeune fringant polytechnicien avait débarqué au Togo pour construire un pont, et alors la conversation est partie sur l'Afrique, et puis on a parlé des pouvoirs des Africains. Alors il a dit que tout ça était ridicule, que ça n'existait pas. Et mon ami, qui connaît bien l'Afrique, qui a vécu longtemps, lui a passé un petit mot en disant « Pour l'amour du ciel, arrêtez, parce que vous allez avoir des ennuis ». Mais il n'a pas arrêté. Mais le lendemain matin, il était à l'hôpital avec, sur la table de nuit, un petit message en disant « La prochaine fois, on doublera la dose », et voilà. Alors il est parti. Il n'a pas construit de pont, il a disparu vite fait. Bon, c'est quelqu'un, pendant le repas, avait mis du poison sur le bord du verre, le poison étant sous l'ongle. C'est comme ça que se passent les empoisonnements souvent. Bon, mais ceci pour dire la force, le pouvoir, effectivement, de ceux qui détiennent ce genre de poison. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce poison ? Alors, avec ces poisons, avec ces plantes, par conséquent, on fait des extraits. Ces extraits, on les met dans du saindoux. Et ce saindoux, on le tartine, si je puis dire, dans les endroits où la peau est fine. Alors, le pli de laine, les aisselles, les poignets. Et puis, alors, chez les femmes, on enduit un manche à balai qui pénètre dans le vagin. C'est un symbole phallique évident. Et parce que le vagin est très sensible et la muqueuse est très perméable, le poison passe dans l'organisme, il passe dans le sang et il se répand partout. Et sous l'effet du poison, la personne tombe, elle rentre dans une sorte de coma, c'est un délire qu'elle va vivre à l'intérieur d'elle-même. Et ces poisons ont cette particularité de produire des rêves où l'on monte et où l'on descend, où on a l'impression de tomber dans un puits ou bien de voler au-dessus d'une montagne. Et de là vient l'idée de la sorcière qui chevauche un balai. C'est tout à fait comme ça que ça s'est passé au départ, mais elle ne vole pas sur les montagnes, elle croit qu'elle vole sur des montagnes. Et Jean-Baptiste Porta, qui est un nom célèbre de la pharmacologie de la Renaissance, a observé en douce une sorcière pour voir comment elle s'y prenait, et il a vu tomber dans ce coma et ce délire, et quand elle est revenue à elle, elle n'a absolument pas accepté qu'on lui dise qu'elle n'avait pas chevauché les montagnes. Elle était tout à fait persuadée qu'elle avait chevauché et le balai et les montagnes. Donc, voilà des poisons qui sont extrêmement efficaces. Alors c'est ça, les fameux balais de sorcières, les fameux sabbats. Et puis il y a autre chose aussi dans la sorcellerie, c'est la capacité de centrer l'attention et donc l'énergie mentale sur un objet très précis, très 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 précis. Et il faut pour ça un degré de concentration extrême. Et alors, le mental de la personne qui est victime de la sorcière ou du sorcier est perturbé. C'est une chose aussi que j'ai pu vérifier en Afrique avec les contacts que j'ai eus avec les vaudous, ce qui m'a permis de comprendre comment marchait autrefois la sorcellerie. Donc il y avait l'hallucination, il y avait le désir, il y avait la suggestion,
une pensée serrée, concentrée comme un laser. Et c'était tout ça, autrefois, la sorcellerie. Alors cette sorcellerie, elle est évidemment extrêmement présente en Afrique, encore aujourd'hui. La peur du sorcier est une peur majeure en Afrique. Il y a dans l'âme africaine cette peur ontologique, en quelque sorte, des pouvoirs maléfiques. Des pouvoirs maléfiques. Et entre le sorcier qui fait peur et le guérisseur qui, au contraire, guérit, il y a une sorte de division des tâches, de division du travail. Alors cette peur de la sorcellerie correspond à quelque chose de très réel, en fait, parce qu'aujourd'hui encore, après quand même déjà un long contact avec les sociétés occidentales, la sorcellerie continue à être pratiquée dans de nombreuses régions de l'Afrique. Et puis il y a aussi en Afrique le chamanisme. Alors ce chamanisme se développe par exemple au Gabon avec une plante qui s'appelle l'iboga. Et à ce sujet, on pourra faire une remarque intéressante du point de vue de l'histoire des sciences. Quand on m'a enseigné à la fac l'iboga, et quand j'ai moi-même enseigné l'iboga au cours pour les futurs pharmaciens, je présentais cette plante comme un tonique puissant. C'est ce qu'on disait. Et ce tonique puissant devait ses effets à une substance qui s'appelle l'ibogaïne. Mais je n'enseignais absolument pas qu'autour de cette plante, et donc de sa substance active, l'ibogaïne, s'était développé tout un chamanisme, parce qu'en consommant l'iboga, on entre dans un état second, qui est l'état que produisent les hallucinogènes, et je ne savais pas, tout professeur que j'étais, que l'iboga était une plante hallucinogène. Pire encore, nous enseignions à l'époque qu'il n'y avait pas d'hallucinogène en Afrique, ce qui montre bien combien les sciences sont cloisonnées. Le pharmacien, il fait la pharmacologie, l'ethnologue, il fait l'anthropologie, mais ça ne se touche jamais. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons développé ici, à l'Institut européen d'écologie, la Société française d'ethnopharmacologie, où nous prenons les plantes du point de vue de leur effet pharmacologique, mais en même temps, du point de vue des rituels qui se développent autour d'elles et des pratiques qui se développent autour d'elles. En Afrique, il y a aussi une forte tentation d'utiliser des aphrodisiaques. Alors, l'idée partout répandue, c'est que l'aphrodisiaque majeur, c'est la corne de rhinocéros. Parce que la corne de rhinocéros a une allure typiquement phallique. Et là, on tombe sur la vieille, antique théorie des signatures, selon laquelle un organe végétal, par sa forme ou par sa couleur ou par son odeur, correspondrait à un organe animal, à un organe humain. Alors, en Afrique, il y a le saucissonnier, le nom veut bien dire ce que ça veut dire. Les fruits sont comme des espèces de grosses saucisses dans l'arbre. Eh bien, comme ces grosses saucisses évoquent un pénis, en érection, on va considérer que le saucissonnier est un puissant aphrodisiaque. C'est pareil pour les fougères. Les fougères se reproduisent par un petit organe qu'on appelle le protale, qui ressemble tout à fait au vagin d'une femme. Et donc on considérera aussi que la fougère a sans doute des effets intéressants. Toutes les plantes qui donnent des mucilages, c'est-à-dire des liquides qui ressemblent au sperme, sont aussi considérées comme aphrodisiaques. Et cette recherche des aphrodisiaques en Afrique s'explique, semble-t-il, par le fait que la polygamie est très fréquente, qu'on a d'autant plus de femmes qu'on est plus vieux, et que par conséquent, il y a deux phénomènes qui se contrarient. D'une part, la multiplication des possibilités, et d'une part, la diminution des compétences. Sur ce qu'on veut compenser, donc ça, par un recours aux aphrodisiaques. En tout cas, si l'aphrodisiaque est un excitant, c'est un domaine sur lequel on ne va pas s'étendre parce que, en fait,
tous les aphrodisiaques des sex shops, c'est du bitcha. C'est une vaste escroquerie, le monde des aphrodisiaques. Il y a des aphrodisiaques. Il y a une plante qui me paraît être aphrodisiaque, mais qui m'a été indiquée par un des meilleures connaissances de la flore africaine, qui connaissait très très bien le vaudou, et qui d'ailleurs n'est pas du tout connu et utilisé comme aphrodisiaque, donc on ne va pas en livrer le nom. Mais sinon, non. Sinon, c'est les signatures. Et les signatures, c'est vieux comme Hérode, c'est la loi des analogies qui parfois colle d'ailleurs étonnamment. Nous avons pris des exemples dans un précédent exposé où nous avons vu comment certaines plantes avaient manifesté des propriétés en rapport effectivement avec leur allure ou leur mode de vie. Et ce qui par contre est encore sûr, puisque nous sommes toujours en Afrique, c'est que en Afrique il y a un fort appétit d'excitants. Et on peut faire la liste des plantes qui rentrent dans cette catégorie. Alors il y a la cola, naturellement, il y a l'iboga, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le café, dont il faut se rappeler qu'il vient d'Éthiopie, donc d'Afrique, il y a le yoimbe, qui est aussi une plante qui contient un alcaloïde très tonique. On peut dire que le kat d'Abyssinie, d'Éthiopie aussi, d'Érythrée, est une plante qui est excitante au début, mais qui après, lorsqu'on en prend beaucoup, ne l'est plus, parce qu'il y a une inversion d'effet. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, c'est quand même le continent du rythme, c'est le continent de la musique très battante. Alors la nuit, on entend le son rythmé du tam-tam, ces danses très rythmiques. Michel Jarre a fait la comparaison entre ces danses africaines et la techno, et c'est vrai que ça se ressemble énormément. Et que là, nous nous sentons proches, effectivement, des Africains qui, par ce biais-là, ressemblent plutôt à des Occidentaux. Nous avons fait la synthèse de la coca et du cola, qui sont deux excitants, l'un d'Amérique et l'autre d'Afrique. Tout se passe comme s'il y avait une connivence entre le tempérament des peuples et les plantes qu'ils recherchent. Lorsque les anciens Aryens ont quitté l'Asie centrale, ont traversé, semble-t-il, l'Hindoukouche et l'Himalaya pour descendre en Inde, ils avaient à l'époque comme drogue magique sans doute le fameux champignon, la manitue-mouche, dont nous avons parlé. Et c'était une plante sacrée pour eux qu'ils appelaient le soma. Et ça s'est perdu quand ils sont arrivés en Inde. Cette tradition s'est perdue parce que d'abord ce champignon n'y pousse pas, et ensuite parce qu'ils ont été au contact avec la culture hindoue, la culture dravidienne, plus tard la culture bouddhique, et que ces cultures portent beaucoup moins sur l'action que sur la contemplation. Et que par conséquent, on va chercher des drogues qui vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on dit du cannabis le chanvre indien, parce qu'il a été beaucoup utilisé en Inde. C'est pourquoi en Inde, on utilise beaucoup le Rauvolfia, qui est une plante qui est sédative, et dont on dit que Gandhi buvait une tasse tous les soirs avant de s'endormir. C'est la raison pour laquelle l'opium a eu tant de succès dans ce sous-continent indien et aussi en Chine. Donc il y a ici, en quelque sorte, une tendance orientale qui s'oppose à une tendance occidentale. Si vous reprenez les exercices corporels, qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui, disons, dans le New Age, ou sans être péjoratif, dans la fascination qu'exerce pour nous l'Orient? On va y chercher le yoga, le zen. Quand on dit « je suis zen », ça veut dire « je suis calme », la contemplation, la méditation. Tout ça, c'est complètement oriental. Comme si l'Occident était orienté vers l'action, et si cet Orient-là était plus orienté traditionnellement vers la contemplation. C'est de moins en moins vrai parce que l'Occident a couvert le monde entier depuis maintenant début du siècle dernier. Mais il y a ces deux tendances qui
qui sont intéressantes. Et on peut donc dire que les drogues utilisées expriment en quelque sorte l'inconscient et les traditions culturelles des peuples. J'ai été en contact avec un directeur de recherche du CNRS, M. Pierre Verger, récemment disparu, qui était le meilleur connaisseur de la culture vaudou. Il m'a initié à cette culture. Quand je dis initié, ça veut dire qu'il m'a permis de l'aborder sans risque, parce que il y a évidemment des risques à aborder des cultures où le secret doit être conservé par ceux qui en ont la charge. Et grâce à lui, j'ai pu entrer en contact avec un grand guérisseur qu'il a qualifié de meilleur guérisseur de la tradition vaudou en Afrique. Et j'ai rencontré cet homme dans une case, tout près de la mer, sous des cocotiers, au Bénin. C'était en 1971, donc il y a déjà assez longtemps. Et l'objectif de cette rencontre, c'était d'échanger entre cet éminentissime guérisseur, en tout cas perçu comme tel dans sa tradition et dans son pays, et le jeune professeur de pharmacie fraîchement émoulu de son agrégation. Alors nous avons décidé de nous partager nos connaissances réciproques. Et mon ami Pierre Verger nous a accompagnés, donc nous sommes partis tous les trois dans la brousse, nous y avons abondamment circulé, puis nous avons repéré ici ou là les plantes. Alors le jeu consistait à dire à quoi sert cette plante. Mais c'était lui qui posait la question. Alors il me montre une plante, il me dit celle-là, est-ce que tu la connais ? Oh oui, j'ai dit, je la connais bien. C'est le datura. Oui, j'ai dit, c'est une plante qui rend fou, hein. Ah, il m'a dit oui. Oui, c'est une plante qui rend fou. Oui, mon père, il me l'a dit souvent. Oui, on l'utilise pas. J'ai dit, on l'utilise pas en médecine. Ah, oui, en médecine. Mais je voulais suggérer par là qu'on l'utilise beaucoup en sorcellerie. Et chez eux en particulier, parce que cette plante intervient dans la zombification. Quand on transforme un personnage qui a une conscience et une volonté en un zombie qui n'a ni conscience ni volonté. Et c'est par l'effet de ce datura. J'aurais peut-être été victime du datura si j'avais pas été protégé par Pierre Verger, parce que j'ai reçu chez moi, ici au laboratoire, quelques années plus tard, une jeune femme de Strasbourg qui est venue m'interviewer sur les vaudous, qui m'a dit qu'elle allait travailler chez les vaudous. Et j'ai dit, et avec qui ? Vous avez un éthologue ? Elle m'a dit non. Oh, je dis, mais c'est extrêmement dangereux. N'y allez surtout pas. Elle m'a dit non, mais je prendrai mes précautions. J'ai dit non, n'allez pas sans avoir quelqu'un qui connaît parfaitement la culture vaudou. Mais Pierre Verger n'était plus là à cette époque, il était parti au Brésil. Bon, elle y a été, la pauvre fille est revenue dans un état lamentable. Elle avait perdu la mémoire complètement parce que le datura fait perdre la mémoire et la volonté. Donc c'est une drogue très, très, très dangereuse, très, très dangereuse. Alors nous étions d'accord tous les deux sur la dangerosité de cette drogue, qui en plus provoque les délires dont nous avons parlé. Alors nous continuons notre promenade et nous arrivons devant une autre plante. Il me dit, celle-là, tu la connais ? J'ai dit, oui, c'est le Rauvolfia. Ah, il dit, ah, tu l'appelles le Rauvolfia, oui. Oh, il me dit, tu sais, c'est une plante que mon père utilisait beaucoup, parce que nous l'utilisons depuis très longtemps. Or, me dit-il, c'est justement la plante qui guérit les fous. Et de fait, peu de temps avant, même pas 2 décennies avant, là nous étions en 71, était entrée dans le marché pharmaceutique la substance active de cette plante
qui s'appelle la réserpine et qui a été le premier médicament de la schizophrénie en Occident, que nous avons donc connu en 1951. Avant, les schizophrènes, eh bien, c'était l'électrochoc ou c'était la camisole de force. On n'avait aucun moyen thérapeutique. Et donc cette plante a été la première qui a permis, grâce à sa réserpine, de soigner les schizophrènes. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, parce que eux connaissent cette plante depuis la nuit des temps. Et nous avons débarqué beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, si on avait écouté, si on avait regardé, si on avait échangé, si on avait fait ce que je fais aujourd'hui, il y a 50 ans, quel temps nous aurions gagné? Puis nous continuons notre promenade, il me montre une plante que je connaissais bien, c'était l'aloès, et il me dit, celle-là, tu la connais? J'ai dit oui. Et tu l'utilises pourquoi, toi? J'ai dit, parce que c'est un laxatif. Oh oui, il dit, c'est un laxatif, mais non, mais c'est pas pour ça que j'utilise, moi. Moi, j'utilise pour la peau. J'utilise pour la peau, surtout. Tu sais, quand il y a une blessure, quand quelqu'un s'est fait une blessure, ça cicatrise tout de suite. Et là, je me suis souvenu que, pas du tout dans mon cours, c'était pas dans mes bouquins, mais dans la pharmacopée russe, on indiquait que l'aloès était un médicament de la peau qu'on appelait vulnéraire, c'est-à-dire qui soigne les vulnus, c'est-à-dire les blessures en latin. Alors imaginez le succès de l'aloès depuis, qui est devenu maintenant la plante magique de la cosmétologie. Ben lui, il la connaissait avant que l'aloès devienne la plante magique de la cosmétologie. Ils l'utilisaient depuis toujours, eux aussi. Donc ils avaient une avance sur nous. Puis après, on a continué à se promener, et puis il m'a montré telle plante, est-ce que tu la connais? Et puis alors, bon, j'ai sombré complètement. Je les connaissais plus, les plantes qu'il me montrait. Il a dû avoir une piètre opinion de ma connaissance en se disant que ces scientifiques étaient bien fiers de leur petite connaissance. Alors j'étais quand même impressionné parce qu'il m'a indiqué des quantités de plantes avec l'indication thérapeutique, etc. Et là, Pierre Verger me dit, il faut maintenant lui demander comment il a appris tout ça. Il a dit, non, mais ça, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre parce que tu es français, tu peux pas comprendre. J'ai dit, mais c'est votre papa. Ah oui, c'est mon père. Oh, oui, c'est mon père. Mais avant, c'était mon grand-père. Et j'ai dit, vous avez pris les notes de tout ce qu'il vous a dit? Non. Oh non, j'ai pas pris de notes. Non, ça c'est vous qui prenez des notes. Non, j'ai pas pris de notes. Alors Verger lui dit, mais explique à Jean-Marie comment tu as fait alors pour retenir tout ça. Mais il dit, je retiens rien du tout. C'est tout ça, c'est dans votre tête. Pourquoi tu veux que je retienne? Moi, je sais, tout seul. Parce que mon père, il me le dit. Alors Verger insiste pour qu'on mette un petit peu au parfum. Et puis j'ai vu qu'il hésitait à me livrer son secret. Mais je voyais bien qu'il avait quelque chose de magique qui me cachait. Mais on avait beaucoup sympathisé, on était bien ensemble, il faisait très beau, on entendait le bruit de la mer au fond, et le vent frissonnait dans les cocotiers. Alors il a cédé. Elle a dit, bon, je vais t'expliquer. Mais tu vas voir, tu comprendras rien. Et puis, il m'emmène au bord de la mer. C'était tout près. Et j'ai immédiatement compris ce qui allait se passer. Au bord de la mer, il y avait des espèces de liserons qui couraient sur le sable, comme on en voit sur toutes les plages tropicales. Ces espèces de liserons, il y a 2 espèces possibles, et que 2. Mais c'était l'une des 2, et c'était juste celle qui m'intéressait, c'était un hippoméa. Je savais qu'au Mexique, les graines d'hippoméa étaient utilisées comme hallucinogènes. Et je le vois aller vers l'hippoméa. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met accroupi, il prend les petits fruits secs de l'hippoméa, il craque le fruit, il sort la graine, il me montre les graines, il me dit, tu vois là, ça, je le mange. Et quand je l'ai mangé, je vois ce qui fait trembler la mer. Et là, c'est mon père que je vois. Tu vois? Je vois mon père. Alors, mon père,
Eh ben, il me dit, là, cette plante-là, c'est voilà, pour ça, tu la prends pour ça ou pour ça. Et c'est lui qui me le dit. Mais toi, tu penses qu'il faut retenir. Mais il n'y a pas besoin de retenir, puisqu'il me le dit. Alors je le sais automatiquement. Ah, j'ai dit oui, ben oui. Nous rentrons après cet épisode étonnant. Et puis il me dit, tu comprends, vous écrivez tout, mais nous c'est quand même mieux, parce que nous on est en contact. Moi je suis en contact avec mon père. On est en contact, on est en communion intime avec mon père. Et puis tu sais, ma médecine elle marche bien, hein. Regarde mon livre d'or, voilà qui m'amène son livre d'or, et je vois des témoignages de reconnaissance d'hommes politiques africains, tous très connus, qui ont tous été des chefs d'État africains. Et je me suis dit, Seigneur Jésus, il a une sacrée réputation, mais je trouve qu'il la mérite. Puis je vois aussi une lettre de gratitude d'un grand homme d'État français que tout le monde connaît, qui avait aussi été voir mon ami le guérisseur de Grand Popo. Alors, c'est la conclusion. Elle nous amène à une très grande modestie. Je suis revenu de ce voyage où nous avions tourné pour ce qui était autrefois Antenne 2, un film qui s'appelait Les molécules sacrées. C'était dans ce cadre-là qu'a eu lieu cette belle rencontre dont j'ai gardé un très vif souvenir. Et l'impression que j'ai retirée de cette rencontre ponctuelle, parce que j'aurais voulu continuer à creuser et j'ai pas pu, car à ce moment-là, j'ai été élu maire adjoint à Metz. Et mon grand désir de travailler sur le vaudou a été contrarié par mon devoir de travailler pour Metz. Donc j'ai travaillé pour Metz, j'ai pas pu continuer à m'intéresser au vaudou qui me passionnait, parce qu'il y a ici une connaissance et un usage extraordinaire des plantes. Mais quelle connaissance! Et combien il est judicieux de travailler avec ces hommes qui ont une autre approche de la connaissance que la nôtre. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule approche de la connaissance. Il y a des modes de connaissance très différents. Et les théologiens, quand ils parlent de la foi, ils disent la foi, c'est un mode de connaissance. Nous pourrions dire la science, c'est un mode de connaissance. Et puis, voilà, la manière dont s'y prend mon sorcier le Grand Popo, c'est un mode de connaissance aussi. Donc, nous devons aboutir à cette conclusion que nous avons notre mode de connaissance, qui est l'approche scientifique cartésienne, telle que nous la pratiquons, mais qu'il y a d'autres voies de la connaissance, que le monde est immense, complexe, riche, et ceci nous amène à une grande humilité.